Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à cette nouvelle séance d'intro à la progression objet. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, 2 semaines là. J'espère que vous avez bien fait votre mini projet, que vous avez déchiré le truc. Alors pour l'instant, je les ai pas encore regardés, c'est un petit peu tôt encore, mais bon, on devrait faire ça dans le courant de la semaine, quoi, voire la semaine prochaine. Donc la nouvelle séance, d'aujourd'hui, donc c'est un rapport avec le cours que vous avez dû avoir il y a 2 au moins il y a plus de 2 semaines. Bon, qui est toujours sur les aspects d'héritage, parce que c'est un cours de progression objet et avec en particulier donc cette notion de classe abstraite, puisque, c'est une notion qui est importante, parce que des fois on a besoin de définir des classes, dont on va hériter ensuite et qui sont pas forcément, complètes. Donc, d'où cette notion de classe abstraite. Alors, bah, écoutez, c'est parti. On va commencer par les 2 premiers exos donc, de la feuille. Donc le premier étant l'exercice numéro 47. Comme d'habitude, vous hésitez pas à intervenir dans le chat, d'ailleurs, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me le signaler par, juste, une petite salutation et donc voilà, donc on est parti là sur l'exercice 47. Donc on fait déjà un rappel de cours, donc le cast ou le transtypage. Ça consiste à forcer un changement de type, donc si les types sont compatibles, et donc pour cela, il suffit de passer le type entre parenthèses, pour l'expression, «Salut Guy Hervé», l'expression à convertir. Donc bon, c'est comme les castes en C, d'accord? Heu, c'est parti. Donc la méthode main suivante est-elle correcte? Expliquez les erreurs. Donc vous pouvez déjà commencer à répondre si vous l'avez dans votre cahier sous les yeux, vous pouvez déjà commencer à regarder. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat, bon, comme il y a toujours un petit peu de décalage entre, vos réponses et le moment où je parle, des fois j'ai un peu tendance à anticiper, mais franchement n'hésitez pas à vous lâcher sur le chat pour si vous détectez les erreurs, en m'indiquant le numéro de la ligne déjà dans un premier temps, et puis éventuellement pourquoi c'est une erreur. Alors on a une classe ici mammifère, donc qui contient là il y a 3 petits points, donc on ne nous précise pas ce qu'elle contient, mais a priori elle devrait contenir des choses. Et ensuite, on a une classe chien qui hérite donc de cette classe mammifère, qui contient donc une méthode aboyer, qui fait juste un affichage de waf, et une méthode main statique, donc point d'entrée du programme, donc dans lesquelles on déclare une variable C1, une variable M1, on fait une affectation de C1 ici et à nouveau ici, et on déclare une variable M2 en l'initialisant, et ici on déclare une variable C2 en l'initialisant aussi. Alors, a priori, ça ne se bouscule pas sur le chat pour trouver les erreurs. Je vous laisse quand même regarder ça juste 2 secondes, même si j'en suis sûr, tellement vous êtes sérieux que vous avez déjà regardé les exercices avant de venir. Donc j'attends un petit peu et sinon, je vais enchaîner parce que là, elles me crèvent les yeux, les erreurs. Quelqu'un? Vous n'êtes pas encore très nombreux, je pense que la plupart des gens doivent être en retard, ce qui n'est pas bien. Alors, il y a une première erreur, donc qui se situe, les indiqués en rouge. Alors, elle se situe à ce niveau-là, quoi. Bon. Alors cette ligne-là, elle ressemble, à la ligne précédente, sauf que dans la ligne précédente, on a fait le cast, alors que dans cette ligne-là, on n'a pas fait le cast, Donc là, il y a un transtypage et là, il y en a pas. Alors on regarde les types, M1, lui, est type mammifère, tel qu'il est déclaré, M1 est déclaré de type mammifère et C1 il est déclaré de type chien, et on a, a priori, alors bah, le truc suivant, c'est on a ici mammifère, donc la classe mammifère ici, là, qui a priori, voilà, est, une ascendante, donc il y a chien qui dépend, voilà, hérite de mammifère. Voilà, une classe chien ici. Donc évidemment, tout ce qui est chien est forcément un mammifère, mais par contre, ce qui est un mammifère est pas forcément un chien. Donc du coup, quand j'ai un chien
et que je veux le mettre dans un mammifère, ou plutôt si j'ai un mammifère et que je veux le mettre, je veux dire que c'est un chien, hein, le mettre dans une variable chien, bah, je suis obligé de faire le transtypage. Et si je le fais pas, là, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que il fait pas de transtypage implicite comme ça. D'accord? Il faut forcément lui préciser le cast, hein, parce que c'est une opération dangereuse, hein, parce que là, je prends un mammifère et je dis que c'est un chien, mais c'est pas forcément le cas, hein. Donc, faut vraiment lui dire qu'on sait ce qu'on fait, quoi, et qu'on essaye de effectivement transtyper vers le bas. Donc, d'un mammifère vers un chien. Les transtypages vers le haut, ça ne pose aucun problème, hein. Un chien est forcément un mammifère. Et il y a une deuxième erreur, hein, donc qui se situe a priori à cet endroit-là. Mais qui est une erreur de nature différente. Là, on a obtenu une erreur de compilation, c'est-à-dire qu'il refuse de compiler le programme si on lui fait pas le cast explicite, hein, c'est-à-dire qu'on lui dit pas, en gros, on sait ce qu'on fait, quoi. Par contre, là, il y aura pas d'erreur de compilation, mais parce qu'on fait bien le cast, hein. Par contre, il y aura une erreur d'exécution. Pourquoi? Parce que si je regarde ce que ça référence, ici, j'ai déclaré une variable M2 de type mammifère avec new mammifère. Donc, a priori, M2 référence un objet de type mammifère. Et C1 et C2 ici, je la déclare de type chien. Et cet objet de type mammifère, j'essaie de le transtyper en chien. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau de... Voilà, c'est comme cette ligne ici. Donc au niveau de la compilation, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'exécution, là, il va y avoir une erreur, donc une exception qui va être lancée, parce qu'en fait, il est impossible de convertir un mammifère en chien, hein, parce que mammifère, c'est trop général par rapport à chien. Donc là, il y aura une erreur d'exécution. Là, il n'y a pas d'erreur d'exécution. Enfin, là, pour celle-là, pour la ligne 7, il n'y a pas d'erreur d'exécution, parce que M1, ici, même s'il est déclaré mammifère, en fait, en réalité, il référence un chien, C1, qui est vraiment un chien, il a été construit comme chien. Donc M1 référence un truc qui a été construit comme chien, donc le transformer dans une variable de type chien, ça ne pose vraiment aucun problème du tout. Voilà. Bon, bah, question suivante. Hop, on a répondu directement là-dessus. Bah, même exercice suivant pour passer à l'exercice 48. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein. Je suis là pour ça. Donc, dans l'exercice 48, là, c'est un petit exercice sur les figures, là, et donc on va avoir des méthodes et des classes abstraites, hein. Donc, ce n'était pas le cas dans le cas précédent, il n'y avait pas de classe abstraite. Alors là, on a ici une classe abstraite, là, on voit abstract, et là, on a une classe qui n'est pas du tout abstraite, qui est concrète, hein. Donc, il y a une classe shape, hein. Ouais, shape, ça veut dire une forme en anglais. Donc, qui dispose donc de coordonnées x, y protégées de type double. Alors, on appelle l'ancrage de la figure parce que c'est sans doute quelque chose pour faire du dessin, hein. Donc, c'est par exemple une position sur l'écran, par exemple, si on utilisait ça pour ça. On a un constructeur ici, le constructeur par défaut qui va initier les coordonnées de l'ancrage à 0. Un autre constructeur ici dans lequel on lui précise les coordonnées de l'ancrage de la figure. Voilà, donc il renseigne X et Y. Une méthode toString parce que, pourquoi pas? En même temps, je vois pas trop à quoi ça sert là, mais bon, enfin, d'une manière générale, dans tous les exos qu'on vous donne, là, systématiquement, on vous demande de faire des toString, quoi. Donc, dans le doute, faites-les, hein. Donc une méthode toString qui renvoie juste une chaîne de caractères qui indique position, hein, une chaîne position avec, les coordonnées X, Y, hein. Et ici, une méthode abstraite, voilà, qui est la surface, d'accord? Donc là, il y a un abstrait ici, abstract ici, abstract ici. À partir du moment où vous avez une des méthodes ici qui est abstraite, forcément votre classe ici, elle est abstraite. Et il ne sera pas possible de créer des objets de type shape directement, hein, puisque comme elle est abstraite, on ne peut pas concrètement construire des choses de ce type-là. On pourra juste créer éventuellement des objets dérivés qui sont concrets, eux, les dérivés de shape. Alors ici, on a défini dans une classe cercle qui étend ici shape, hein, marqué là. Donc qui dispose d'un rayon, hein, c'est un cercle. Alors il y a un constructeur par défaut du cercle, on fait un super. Donc super, ça va appeler le constructeur de la méthode qu'on est en train d'étendre. Donc ici, ça va appeler le constructeur de la méthode shape, hein.
Donc le constructeur par défaut, s'appellera shape, ça mettra les coordonnées d'ancrage à 0, 0, hein. Là, il y a marqué que c'est pas obligatoire, hein, parce qu'il y a un appel implicite. Bon, effectivement, hein, si on le met pas, il le fera, c'est le compilateur le rajoutera à votre place, hein. Donc il aura forcément lieu. Mais là, on vous conseille de le mettre, hein, parce que comme ça va être plus explicite, hein. Comme ça, au moins, on comprend bien qu'il y a un truc au-dessus et que ça va être, qu'on va bien l'appeler constructeur par défaut. Et ça met ici l'attribut radius, ça lui donne la valeur 1. On a ensuite un autre constructeur, cette fois-ci à 3 arguments, où on lui précise les coordonnées d'ancrage et le rayon. Donc, on utilise super, donc le constructeur de shape avec 2 arguments, là, x, y, et on met radius ici, on le met avec la valeur r passée en argument. Et on a encore une méthode toString, hein, qui nous dit rayon, qui nous indique, qui appelle super.toString, hein, donc du coup qui appelle la toString de shape, donc qui va afficher position avec quelque chose, et ensuite on rajoute en plus dans la chaîne à retourner ici le rayon avec sa valeur. Voilà, donc pas de difficulté. Et on a une classe main_shape qui est juste là pour tester en fait, hein, donc avec une classe main. Donc on déclare deux variables C1 et C2 de type cercle. On les initialise en construisant deux cercles. Un cercle de coordonnées 1, 1 avec un rayon 3, un cercle par défaut, donc il y aura pour coordonnées 0, 0 et un rayon de 1. Et ensuite, on nous demande ce que ça donne l'affichage en fait de C1, un retour à la ligne, ici, et ensuite C2. Bon, bah, c'est à peu près évident. Je vais le faire ici, du coup je pose une page vierge ici. Donc là, si on a notre affichage ici, donc ça va afficher, donc ça va appeler, pardon. Donc le C1.toString, alors C1, il est, alors on regarde pas comme d'habitude, hein, en programmation objet, on regarde pas le type de C1, on regarde, bon là il se trouve que c'est la même chose, hein, mais on regarde ce qui a été vraiment construit, hein. Donc C1, c'est vraiment un objet de type cercle. Et donc on appelle sa méthode toString et regardons la méthode toString de cercle. Donc ça appelle déjà la méthode toString de shape. Donc ça va écrire position, voilà un espace, deux points. Ensuite ça va ouvrir une parenthèse, ça va être le x. Alors le premier, comme c'est le premier qu'on affiche, il a de coordonnées 1, 1, 1,1. Voilà, fermez la parenthèse. Et c'est tout. Voilà. Et le deuxième, position, après un retour à la ligne, deux points. Alors là, c'est le cercle par défaut. Alors je sais pas, non, j'avais pas terminé, pardonnez-moi. Donc s'afficher position comme ça c'est juste pour la partie super. Voilà, la partie super ici. Il est où? Voilà. Super.toString et ensuite on rajoute un espace rayon de points et puis le rayon, hein. Donc c'était complété ensuite avec rayon, deux points, et ici le premier rayon c'était 3, hein. Voilà. Je vois qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés, n'hésitez pas à faire coucou dans le chat. Deuxième position, voilà, ça va faire la même chose, sauf que comme c'est le cercle par défaut, là, ça va être coordonnées 0, 0, espace, rayon, deux points, enfin espace, deux points, espace. Et là, par défaut, hein, quand c'est constructeur par défaut de cercle, hein, ça met le rayon à 0, à 1, je veux dire. D'accord? Ça s'appelle le constructeur par défaut qui met les coordonnées 0, 0 là, et le rayon ici à 1. Voilà, donc voilà ce que ça affiche. Bon, je sais plus s'il y a une question pour l'instant qui va demander ça, mais en tout cas, si c'est le cas, on l'aura déjà fait. Très, très pratique. Hop. Donc en fait, la première question, c'est celle-là. Donc de quel membre, variable d'instance et méthode de shape hérite la classe ouais, hérite la classe circle? Donc je laisse réfléchir un petit peu. Bon, alors dans la classe circle, les méthodes héritées
Donc c'est question 1, ça. Alors WX, WY, ouais. Alors dans la classe circle, les attributs et méthodes suivantes sont hérités de shape. Donc il y a effectivement, il y a X, il y a Y, comme Snir me l'a dit exactement. Donc il y a X et Y hérités. Les constructeurs ici, ils sont pas hérités, hein. D'accord? On peut éventuellement les appeler avec super, mais ils sont pas hérités. Le toString, est-ce qu'il est hérité? Excellente question. Oui, bon, enfin, en gros, Fabien. Alors, bon, oui, par quelque sorte, alors, tout dépend de ce qu'on on s'entend sur ce que ça veut dire, quoi. Bon, évidemment, string, elle est héritée hein, et redéfinie aussi, hein. D'accord? Hop, piouf. Donc la méthode toString, voilà. Et il restait la méthode getSurface, il me semble, comment elle s'appelait? Surface tout court. Ok. Et la méthode surface, elle est aussi héritée, hein, parce qu'elle est publique, hein. Tout ce qui est public ou protecté, de toute façon, ça sera hérité, hein. Donc, surface. Et en fait, surface, comme elle est abstraite, elle doit être redéfinie. Elle doit être définie dans Circle, ou bien déclarée abstraite, hein. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Mais c'est obligé, hein. Voilà, donc voilà ce qui est hérité. Bon, en gros, tout ce qui est public et protégé, c'est hérité, hein. Tout le reste, ça l'est pas, quoi, hein. D'accord? Donc si je regarde bien, X, Y, c'est bon. Voilà, alors, sauf les constructeurs, évidemment, qui sont jamais hérités, hein. Voilà, donc les méthodes classiques, là, donc elles sont publiques, donc elles seront héritées. En revanche, elles peuvent être redéfinies et voir, il y a l'obligation, effectivement, si elles sont abstraites, l'obligation d'être définies ou bien déclarées elles-mêmes abstraites. Mais le lien existe hein, entre le toString là et le précédent. Si on n'avait pas redéfini toString, ça aurait appelé le toString de shape. Oui, évidemment, ça appelle toujours le truc le plus proche hein, en remontant. En fait. Donc SNIRB, ça aurait bien effectivement fait ça. De toute façon, même si on ne définit aucune méthode toString, il y en a forcément une qui est appelée, c'est celle de la méthode object, dont tous les objets héritent sans avoir à le préciser. Ok, donc question suivante. Question 2. La compétition de la classe Circle échoue, expliquez pourquoi. Donc là, j'ai déjà donné la réponse en fait. Hein, donc vous pouvez regarder, hein, et puis vous pouvez me dire effectivement pourquoi. J'ai déjà donné l'explication. C'est parce que on n'a pas redéfini ici, dans la méthode Circle, là, la méthode surface ici, elle n'est pas redéfinie. Enfin, elle n'est pas même définie du coup. Ouais, on n'a pas touché à surface. Ouais. Donc il faut définir surface ou bien déclarer la classe cercle comme abstraite. Hein, parce que du coup, on se retrouve avec un surface qui est abstrait. Hein. D'accord? Parce que comme ça hérite de surface, ici ça l'hérite, elle est abstraite si on la redéfinit pas. Hein. Donc il est nécessaire de définir surface ou la déclarer abstraite. Hein. Et donc il faudrait déclarer toute la classe comme étant abstraite. Hein. Au moment où il y en a une qui est comme ça. Donc du coup, question 2. C'est pas ici, c'est là. Donc, erreur de compilation. Erreur de compilation. Donc, la méthode surface doit être définie. Enfin, doit être définie.
j'ai déjà écrit tout à l'heure. Doit être défini dans Circle, ou bien être déclaré abstraite. Ou bien la classe, c'est la classe Circle. Ou bien la classe Circle devrait être déclarée abstraite. Parce qu'à partir du moment où il y a une méthode qui est abstraite, forcément, Circle, non. Je suis d'accord que par héritage, ici, tel que c'est écrit à l'heure actuelle, tel que c'est écrit à l'heure actuelle, ici, avec Circle n'est pas abstraite. Comme elle est en shape et qu'elle a cette méthode abstraite surface, ça hérite d'une méthode abstraite surface ici. Donc Circle possède maintenant une méthode abstraite surface. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été déclarée abstraite. Donc il y a une erreur, il y a une incohérence. Quoi. À partir du moment où vous avez un truc qui est abstrait dans la classe, même s'il n'est pas écrit parce qu'il est hérité, il faut que la classe, elle soit abstraite. Voilà. Donc du coup, il faudrait mettre ici abstraite, mais bon, évidemment, ça ne permettrait pas de construire les cercles ici au niveau du main. D'accord. Donc le plus raisonnable ici, ça serait de définir la classe surface, enfin la méthode surface dans cercle. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la deuxième question, parce que très souvent la réponse aux questions sont données dans les questions suivantes. Ajouter la méthode surface dans la classe circle et modifier en conséquence la méthode toString. Pardon. Donc, hop, troisièmement. Donc, une méthode surface, elle va s'appeler surface. Elle doit renvoyer, alors d'après le prototype, c'est une surface, donc elle devait renvoyer. C'était double ou c'était autre chose quand même? Je sais plus, je vais regarder l'énoncé en même temps. Ouais. Ça renvoie un double, donc public double surface. Donc il n'y a pas d'argument, c'est une méthode. Hop. Et tout ce qu'elle fait, c'est return. Bon, bah, il y a pi qui est défini dans la bibliothèque math, si vous voulez, quoi. Elle est en pi comme ça en majuscule. Voilà, fois le rayon au carré. Je vais te remonter la réponse à la question 2, il n'y a pas de souci, c'est bien. Radius fois radius, voilà, pi R2, qui est bien le rayon d'un cercle. Alors, la réponse est point virgule. Je ferme la collade. Hop. Et ensuite, il faudra modifier la méthode toString. Enfin, redéfinir la méthode toString. Oui, réponse à la question 2, j'ai écrit beaucoup de choses, mais en gros, c'est juste, voilà. Il faut, voilà, une erreur de compilation parce qu'il y a deux solutions pour régler cette erreur de compilation. Soit définir la méthode surface dans Circle pour qu'elle soit concrète, soit la déclarer abstraite. Voilà, je t'en prie. Hop. Donc voilà, et on vous demande aussi de redéfinir la méthode toString. Alors la méthode toString, public string toString. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait cette méthode? Alors on vous demande, voilà, là je vais la faire parce que là on nous demande de le faire dans la classe Circle. Là on est dans Circle, que ça soit bien clair. Bon, bah on va faire return. On va faire comme ça a été fait dans le truc précédent, je crois. On va appeler super.toString. Donc ça va écrire ce qu'il y avait déjà dans le truc super. Et on va rajouter un peu d'infos du genre le rayon, c'est bon, radius égale. Oh, ouais, je crois qu'il s'est écrit en français. Quand même. Alors, plus rayon, deux points, hop, plus radius, c'est qu'elle s'appelle, ok, plus, on continue à la ligne, voilà, surface, deux points, hop, plus, et puis là, la surface, bah, on va appeler surface, en fait, quoi.
plus surface. Bon, alors ça c'est parce qu'on vous impose a priori de faire ça dans la méthode, dans la classe Circle. Mais en réalité, cet affichage-là, il est un peu bizarre parce qu'en fait, l'affichage de surface de point la surface, pour moi, il serait mieux de le mettre dans la méthode toString du cercle en fait. Je reviens en arrière. Voilà. Ce string là, comme elle est là, la méthode surface, elle existe, même si elle est abstraite, c'est ici qu'on devrait l'appeler en fait. Là, on devrait dire position machin, et puis là, on rajoute, je vais le mettre en violet, hein, position machin, ok, et puis ici, là, on mettrait plus, et puis là, on pourrait mettre surface, voilà, 2 points, et puis là, on appellerait la fonction, pardon, hop, voilà, plus, et là, on appellerait la méthode surface, là. Voilà, première virgule. D'accord? Et puis ça marcherait. Bon, ça écrirait pas les choses dans le même ordre, hein, mais ça écrirait la position, ça écrirait la surface, tout n'importe quel, a priori, shape a une surface. Et du coup, là, il y aurait plus qu'à écrire ici dans la méthode toString du cercle, bah, juste écrire ce qui est spécifique au cercle, hein. C'est-à-dire que Jean, il a un rayon. Voilà. Et du coup, ça, on n'aurait pas besoin de l'écrire. Parce que dès qu'on va définir d'autres types de shape, par exemple le rectangle, bah, on va aussi devoir écrire sur la surface aussi là, alors que ça va être exactement la même chose, quoi. Donc, on n'aura pas factorisé du code. Bon. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça, mais je vous ai quand même mentionné qu'on pourrait faire autrement. Alors, créer une classe rectangle qui hérite de shape, hein, donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Bah, on est parti. Hop, question 4. Hop. Alors, public, classe rectangle, avec une majuscule, c'est notre convention. Alors, ça hérite, donc extends shape. Voilà, et hop, on ouvre une école. Alors, pour un rectangle, donc pour le cercle, on avait un rayon. Là, pour un rectangle, comme c'est un rectangle qui s'affiche sur un écran, on va dire qu'il a une hauteur et une largeur. Et comme d'habitude, hein, on va les définir de manière private. Donc on n'utilise que des doubles dans ces classes-là. Donc une hauteur h et une largeur L. Et on va faire deux constructeurs comme on avait fait sur Circle. On prend le même modèle que Circle, hein, comme ça on n'a pas de questions à se poser. Donc un constructeur par défaut, rectangle, hop. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce constructeur par défaut? Bah, on va commencer par évidemment créer une shape avec super. Je vous rappelle que là, donc maintenant, on va se retrouver dans la situation où on a shape là. Pardon. On a la classe shape ici, et donc on va avoir ici, hop, deux trucs qui en héritent. On va avoir circle qu'on avait déjà fait, et là maintenant, on va avoir un nouveau truc, c'est, pardon, hop, qui va être rectangle. Donc là, quand je suis en train de construire le rectangle, je fais super pour appeler le constructeur de shape. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au rectangle? Bah, sa hauteur et sa largeur, donc il va falloir les initialiser. Je vais mettre h égale, on va les mettre bon, par défaut. Bon, pour que ce soit au moins, on pourrait mettre 0, 0, mais il sera un peu dénaturé ce rectangle, donc on va lui mettre 1 et 1. Donc h égale 1, L égale 1, voilà par exemple. Donc c'est vraiment arbitraire, hein. D'accord. Ensuite, on a une méthode, on va mettre un constructeur public rectangle. Cette fois-ci, on va tout lui préciser ce qu'on a besoin. Donc, un double x, un double y, ça ce sera pour les coordonnées, un double petit h et un double petit l. Alors, pour construire les coordonnées, ou utiliser les coordonnées x, y, ça c'est en appelant le constructeur qui prend deux arguments là de shape. Alors, constructeur de shape, il y en a un à deux arguments là qui se contente de mettre les deux coordonnées.
Et ensuite, pour hauteur et largeur, comme elles ont le même nom, hein, H et L qu'ici, que mes attributs, je vais devoir utiliser this. Donc this.h reçoit h, et bon, je l'écris sur la ligne pour gagner un peu de place. This.l reçoit l. Voilà, terminé pour lui. Alors, il va falloir encore avoir un peu de place parce qu'il va falloir définir du coup la méthode toString et la méthode surface. Donc je tire un trait ici parce que je vais les déclarer les unes à côté des autres, quoi. Donc, alors on va prendre un peu la méthode de circle, parce que dans circle, regardons si vous l'avez encore sous les yeux. La méthode circle et le toString, il disait toString. Ça indiquait juste le rayon. Donc, bon, ça disait pas que c'était un cercle. Bon, de la même manière, ça va être donc on va écrire public string toString. Alors là, je les mets pas, hein, mais par exemple ici, ce serait pas mal de mettre override, hein, juste au-dessus de string toString pour bien préciser qu'on est en train de la redéfinir, quoi. Ça permet au compilateur de marquer des erreurs si jamais on essaye de redéfinir une méthode qui n'a pas été déclarée dans la classe au-dessus. Souvent parce qu'on a juste fait une typo, hein, on a permuté deux lettres, on a mis une majuscule là où il fallait pas. Mettre override, ça veut dire que je sais que je suis en train de redéfinir une méthode qui était déclarée dans la classe mère. Alors, return, super.toString, hein, on appelle la méthode super de shape, plus, et puis là on va écrire les trucs qui étaient spécifiques au rectangle, c'est-à-dire, on va dire rectangle, hauteur 2 points plus h, largeur 2 points plus L, et on va rajouter en plus, qu'est-ce qu'on pourra mettre en plus? Hop, qu'est-ce qui manquait? Ah oui, et puis sa surface. Voilà, surface. Excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui cache. Surface, entre guillemets. Voilà, 2 points, plus, et puis là on appelle surface. Voilà, terminé pour toString. Donc voilà une manière de faire. Bon, c'est un petit peu mal écrit, désolé. Voilà, bon, c'est sur le modèle de cercle, hein. Comme je le dis aussi, un surface, là, si on l'a mis dans la classe mère, si on a déjà mis ça dans shape, hein, c'est pas la peine de le mettre ici, du coup, hein. Et donc voilà, on voit bien qu'en fait dans cercle et tout ça, c'est redondant parce qu'on écrit exactement la même chose. Et une shape a forcément une surface, donc autant utiliser la classe abstraite pour quelque chose, quoi. Ensuite, ici, je continue. Alors, c'est la méthode surface, en fait, public double surface. Et donc là, ça va être la surface du rectangle, et donc la surface du rectangle, c'est return 0.5 fois. Pourquoi 0.5? Pas du tout, ce n'est pas un triangle. Return petit l fois petit h. Ça va? Pareil, on pourrait écrire override, hein, pour bien dire que c'est une méthode qu'on sait avoir été définie dans la classe au-dessus, quoi. D'accord? Ce qui ferait que si jamais j'ai écrit surface avec deux F, je sais pas, je me suis planté, et le compilateur dirait: ah bah non, ça va pas, surface avec deux F, vous dites qu'avec override que vous êtes en train de la redéfinir, mais en même temps, il y a dans la classe mère, il n'existe pas de surface avec deux F, quoi. Donc du coup, ça vous permet de vous corriger, hein, avec le petit at override là. Override. Allez, ici, juste au-dessus, comme ça, ouais. La poule et Vindaloo. Alors, donnez le code d'un main qui instancie un tableau de shape et le remplit avec différents types de formes, puis calcule l'aire totale de la figure composite, hein, sans prendre en compte les recouvrements. Oui, en gros, vous avez un tableau de shape et puis il faut faire la somme de toutes les surfaces, quoi. Alors, c'est parti, on va faire un main. Vous le définissez là où il faut. De toute façon, tout est public. Alors, c'était la question 5.
Hop. Bon, normalement, elle est un petit peu décalée parce que ouais, je vais mettre là. Public, statique, void, main, string, arcs. Voilà. Alors, on nous demande de déclarer un tableau de shape. Alors c'est parti. Donc c'est de type tableau de shape. On va l'écrire, l'appeler tab pour faire original. Voilà. Et donc évidemment il faut le déclarer, sinon il vaut nul, hein. Donc new shape et on va en prendre 3. On va pas en faire beaucoup. Et ici on va leur donner des valeurs. Tab de 0, tab de 1 et tab de 2, hein, qui sont les 3 cases de notre tableau. Bon, alors on peut faire un rectangle. Un petit rectangle ici. Tac. Un petit rectangle par défaut. Un petit cercle. On va prendre le cercle par défaut, parce que je suis un peu feignant, hein. Voilà, et puis pour avoir un truc un peu différent, on va faire un autre cercle. Cercle de coordonnées 1, 2 et de rayon 4. Voilà par exemple. Et ensuite, il va falloir parcourir tous ces tableaux. Enfin, ce tableau, pardon. Alors, vous pouvez faire int i égale 0 tant que i est strictement inférieur à tab.length. Sans parenthèse, hein, c'est un attribut. Plus i. Et ce qu'on va faire ici, c'est on va afficher c'est ça qu'on veut, qu'est-ce qu'il demande? Ah non, on doit calculer la surface. Ouais. Du coup, j'ai plus de place. Ici, là, on doit faire la somme des trucs. Donc, je vais prendre un double. S égale 0. Et là, je fais S plus égal tab de i point surface. D'accord? Et donc là, c'est bien parce qu'on a créé une méthode, enfin, on a une méthode surface qui est abstraite au niveau du type shape, que là, il sait quoi appeler. Et comme d'habitude, hein, avec l'héritage, quand on appelle sur un truc une méthode surface, il regarde quel est le vrai type de table de i, hein, et le vrai type de table de i, c'est pas shape, hein. Je dis le vrai type de l'objet qui est contenu dans table de i. Là, le tableau est déclaré comme un tableau de shape, hein, parce que c'est le truc général qui permet d'avoir tous les shapes différents, rectangle, cercle. Mais en réalité, table de 0, par exemple, c'est vraiment un rectangle. Donc, il va appeler la méthode surface de rectangle, hein, forcément. Il appelle toujours la méthode la plus... on part de rectangle en bas, là, si on regarde dans la hiérarchie. J'avais déjà expliqué la dernière fois. Pour savoir ce qui est appelé, on regarde le vrai type. Là, le vrai type, c'est rectangle. Et on regarde, est-ce qu'il y a une méthode surface ici pour rectangle? Si c'est le cas, ben c'est celle-là qui est appelée. Sinon, on remonte d'un cran et on regarde est-ce qu'il y a une méthode surface qui est déclarée. À ce moment-là, c'est celle qui, qui sera appelée. Bon, là, dans un cas où celle-là est abstraite, donc elle ne sera jamais appelée parce qu'elle n'a pas de code. Et donc, on a bien redit. C'est pour ça qu'il est obligatoire de les redéfinir dans les classes filles ici, parce que sinon, le compilateur ne saurait pas quoi en faire. Voilà. Je mentionne juste un truc ici, là, c'est que ça, là, il y a une syntaxe alternative. On pourrait écrire aussi for donc shape deux points tab, comme ça. Donc il y a moyen aussi de parcourir les différentes cases du tableau. Mais là, contrairement à ici, là on parcourt par indice. Là, on parcourt directement pour chaque case, hein. On obtient à chaque fois une référence à chaque fois de chaque case. Et donc du coup, là, je vais pouvoir dire S, pardon, je suis en violet, S plus égal à SH point surface. Voilà, donc c'est un truc alternatif là, je pense qu'ils ont copié sur C++ quand ils ont changé. Voilà, donc c'est une méthode, c'est l'équivalent en Python de for truc in machin.
Alors, la dernière fois que j'ai fait un tableau avec des classes héritées différentes et le compilateur m'a dit que le type correspondait pas. Y a-t-il quelque chose à laquelle il faut faire attention en particulier? Alors, j'essaie de comprendre ce que tu me dis. C'est la dernière fois, un tableau avec des classes héritées. Oui, mais alors des tableaux avec des classes héritées différentes, forcément ton tableau, il va falloir dire quelle est la classe commune à laquelle ils héritent, quoi. Et qu'il y ait bien les extends qui correspondent, quoi. D'accord? Bon, éventuellement, il faudrait que tu me montres, plus précisément ce que tu as fait, peut-être en TME là, pour que je te dise quel est le problème, hein. Mais là, on a tout à fait un exemple là où on a, un rectangle et un cercle qui héritent d'un shape et donc du coup, je fais un tableau du type le plus général et puis là, ça fonctionne. Peut-être que tu as fait un tableau d'object, mais un tableau d'object, ça marchera pas parce que la classe object ne contient pas, par exemple, la méthode surface. Alors, rectangle et circle sont hérités de shape, mais en faisant un tableau de shape, le compilateur n'accepterait pas circle et rectangle. Bah si, là, regarde, ils acceptent, hein. Enfin, je sais pas, mais ton problème, ça va être un autre type de problème, hein. À mon avis, toi, c'est un problème. Oui, ok, mais toi, tu as un problème de. Enfin, là, je peux pas savoir quel est le problème parce que je l'ai pas vu. Mais ça va être un problème de d'implémentation. Enfin, il doit y avoir un bug d'implémentation dans ton truc, quoi. Parce que là, ça va marcher. Là, ça va forcément marcher, quoi. Juste, je sais pas, il y a un truc qui te manque un extend. Si c'était un truc sans classe abstraite, bah ouais, quoi, il y a un truc où tu as oublié un extend peut-être, quoi. Ou peut-être que tu as mal redéfini la surface, il y en a un qui a pas tout à fait le même nom, je ne sais pas, quoi. En tout cas, bon, je veux bien, un peu plus tard regarder ton truc. Bon, c'est un petit problème de conception, tout bête, quoi. OK, bah, donc c'est fini pour cet exo. Voilà, à moins que tu réussisses à écrire dans le chat très précisément que mais à mon avis, ça va pas être super pratique de mettre plein de code là dans ton truc, quoi. Sinon, bah, je sais pas sinon tu me l'envoies par mail, si tu trouves mon mail, quoi. Et peut-être que si je regarde ça, d'ici là, je pourrais faire ça, quoi. Bon, bref, poursuivons. Il en reste 1 heure. On va commencer avec l'exercice 51, qui est sur un truc qui s'appelle Retro Engineering. Bon, franchement, si quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle comme ça, qu'il me le dise. Alors, dans cette classe, hein, qui est quand même un exercice intéressant, alors, Breisman, il me dit utilise machin. Ça m'a l'air d'être un truc, je ne sais pas, j'ai pas compris. Ok. Ah oui, utilise machin passbin.com, quoi. Ok. J'ai pas compris, j'ai cru que tu écrivais oui, j'avais pas compris les 3 étoiles en fait, quoi. Oui, parce que t'as pas le droit, oui, effectivement, t'as pas le droit au lien, c'est pour ça que j'ai viré le truc, quoi. Bon, tu peux essayer, ouais, tu peux essayer ça, ou sinon tu m'envoies un mail, hein. Mais bon, ça risque d'être assez volumineux, mais bon, on regardera ça si on a le temps, y a pas de souci. Ok, donc on a un programme principal qui permet d'effectuer des opérations mathématiques très simples, dans un nouvel univers objet. Bon, pourquoi pas, c'est très poétiquement dit. Alors, comme le précise le main suivant, une expression est soit une valeur réelle, soit une opération mathématique, hein, enfin arithmétique, hein, une des 4 opérations. Pour pas constituer la situation, envisageons que les opérations réelles, donc sur les doubles. Donc, on voit ici que ça déclare donc des choses qui sont de type expression et ça leur affecte des objets qui sont ici de type valeur, hein, qui prennent juste un double ici. Donc ça crée juste des valeurs, hein, et ça les met dans un truc de type expression. Et on a aussi des opérations là, voilà, qui peuvent être des plus, moins, multiplie, plus, divise là, donc des 4 opérations ici. Donc on crée des 4 opérations qui sont de type opération. Et là, chaque type opération est un type particulier ici. Et, et ça prend en argument là des V1, V2. Donc ça peut prendre en argument des expressions ici, comme on le voit là. Et P1, V1 là, ça peut aussi prendre des opérations en argument. Une opération là, et ici V5, c'est une expression. Donc ça peut prendre argument indifféremment. Alors si on regarde ici par exemple le plus en V1, V6 là,
ça peut prendre une valeur, donc une expression en fait, donc ça prendra une expression là. En premier argument, ça peut prendre une expression et en deuxième argument, là, on peut voir que ça prend une expression ici, un constructeur qui prend une expression et là, un constructeur qui prend un mult, hein, et mult ici, là, il est type opération, d'accord? Alors déjà, on pourrait se dire que peut-être qu'il y a plein de constructeurs qui sont différents, qui prennent tous les cas de figure, mais en réalité, non, on va utiliser l'héritage pour qu'il n'y ait pas de pour qu'il y ait pas ce problème-là, en fait, quoi. Alors, donner la hiérarchie des classes avec signature de méthode abstraite et concrète hein, et la signature du constructeur lorsqu'il est nécessaire à définir pour que le programme puisse compiler et s'exécuter. On veut que la dernière ligne du mail affiche le calcul à effectuer dans le détail. Donc on veut le résultat du calcul, quoi. Getval, hein, effectivement, on veut là, plus V1, V2, ça va faire l'addition de V1 et V2 qui est 1 plus 4, ça va faire 5 par exemple, hein. Donc on veut qu'à la fin, ça affiche le calcul. Alors, on vous demande la hiérarchie des classes. Donc on a des expressions, des valeurs, des opérations. Alors exo 51. Voilà, premièrement. Alors, donc j'ai dit, on a des expressions. Quels sont les différents types qui apparaissent, hein? Il y a expression, il y a valeur, il y a opération, il y a plus, il y a moins, il y a multiplie, plus, moins, multiplie et divise. Multiplie et divise. Bon, alors on peut essayer de raisonner type logiquement, quoi, et après on peut regarder effectivement si ça correspond bien à ce qu'on est en train d'écrire. Donc si on a une hiérarchie de classe, quelle est la classe la plus générale parmi tous ces trucs-là? Qu'est-ce qui est très particulier? Quel est le machin le plus particulier dont personne n'hérite? Bon, on va pouvoir valeur par exemple, ça c'est très particulier. Une valeur, c'est juste un nombre, hein, et après il y a rien qui va ouais, donc valeur, je sais pas Vinalou à quoi tu répondais, mais c'est pas le truc le plus général, hein. Valeur, c'est pas général du tout, c'est très spécifique, hein. Valeur, il y a personne qui va en dériver, hein. On est déjà au truc le plus simple possible, c'est-à-dire un nombre, et donc il y a pas quelque chose qui va être a priori un type particulier de nombre dans cet exercice, quoi. Quel est le plus général là-dedans? C'est a priori expression. Expression, et a priori cette classe expression, elle va être abstraite. Pourquoi elle va être abstraite? Parce que il y a au moins une méthode abstraite, hein. Si vous voyez bien là ici les expressions là, on n'en construit jamais des expressions, hein. Ça sert juste de conteneur pour des choses qui sont à la fois des valeurs et aussi des opérations, parce qu'on va voir que ici, plus, moins, multiplier, diviser, ça prend en argument des expressions. Et ces expressions peuvent être elles-mêmes des opérations, hein. Donc, c'est une classe abstraite parce qu'elle a au moins, donc elle n'est pas constructible du coup, donc il n'y a pas de constructeur. Enfin, on peut avoir un constructeur pour la construire partiellement, quoi, mais là, c'est pas nécessaire. On aura une classe a priori, est-ce que je mets, est-ce que je mets les toString ou pas, quoi? Bon, souvent on met les toString parce que c'est un truc de base qui arrive tout le temps, quoi. Bon, je pense que ça soit super obligatoire. Bon. Bon, de toute façon, elle va en hériter. La question, c'est est-ce qu'on va leur définir? Bon, alors, je vais déjà mettre ici. Donc, il y a une méthode abstraite qui va être au moins le getVal, hein. D'accord? Tout le monde aura une méthode getVal pour récupérer, et en particulier les expressions, hein, notamment dans l'énoncé ici, système autoprintln de D. D, c'est une opération d'un type particulier d'expression et il va bien falloir lui donner un getVal, quoi. Donc getVal ici. Bon, alors toString, est-ce qu'on va le redéfinir? Pas forcément, en fait, quoi. Donc, parce que je vois pas trop ce qu'il y aurait à dire sur les expressions, parce qu'elles contient rien de particulier. Alors, en revanche, un type particulier d'expression, c'est justement une valeur. Et une valeur, c'est super concret. Donc, je vais pas écrire apps. Elle aura une méthode getVal ici, qui sera tout à fait concrète, hein, qui renverra seulement la valeur qui est commune.
Alors peut-être avant d'écrire getVal, je vais peut-être mettre sa valeur en particulier. Un double val, qui est privé en fait, quoi. Je l'indique ici, hein. Il y aura sûrement un double val ici. Il y aura sûrement des constructeurs et tout ça, mais j'ai juste un... Ouais. Il y aura sûrement un constructeur. Donc valeur, voilà. Bon, j'ai pas prévu assez de place, quoi. Et on voit rien. Donc là, c'est un L. Donc un constructeur valeur qui prend un double val, par exemple. Voilà. Il y aura un getVal qui renvoie un double, et lui qui sera tout à fait concret. GetVal. Et il y aura aussi une méthode toString. Voilà, que je vais indiquer ici. Donc évidemment, je n'ai pas prévu assez de place. Hop. Donc string toString. Voilà, parce que là, on pourra se permettre d'afficher la valeur. Voilà. Donc, il y a un héritage avec ça. Et là, je vais aussi avoir un truc qui est une opération, qui est un type particulier d'expression, alors qui sera abstraite aussi. Bon, je continue de faire la même bêtise, c'est-à-dire de ne pas prévoir cette place. Je vais fermer mon tableau à la fin. Okay. Donc, il y aura une opération qui sera abstraite. Donc, j'ai indiqué abstraite. Une classe opération. Voilà. Alors, cette classe opération, bah, qu'est-ce qu'elle contiendra de particulier? Bah, pas grand-chose. Est-ce qu'on construit des opérations? On la construira peut-être est-ce qu'on fera des super à partir du plus, moins, multiplié, divisé? Il me semble pas, hein, il n'y a pas besoin vraiment de trucs particuliers pour les expressions. Et donc du coup là il y aura les 4 trucs. Donc en particulier il y aura plus, là qui sera une classe tout à fait concrète. Alors plus, elle aura besoin donc en argument de 2 expressions en fait, quoi. Donc elle aura ici expression E1 par exemple, et puis expression E2 on va dire. Donc 2 expressions comme ça. Et on aura donc un constructeur qui s'appelle plus, qui prendra en argument 2 expressions. Expression E1, expression E2. Voilà, un constructeur comme ça. Une méthode getVal aussi, hein, qui calculera une valeur à partir des valeurs des expressions E1 et E2. Et aussi la méthode toString. String. toString. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on voit, donc ça c'est pour plus. Alors évidemment, vous avez, bon, je vais pas les refaire à chaque fois, quoi. Mais vous avez la même chose avec moins. Hein. Vous avez encore la même chose avec multiplie, voilà, hop, et puis vous avez aussi, là, vous avez aussi divise. Hein. D'accord, vous avez les 4 ici, les 4 opérations qui dépendent de ça. Et alors, du coup, là, comme il y a expression, vous avez aussi, du coup, un lien de composition entre ici expression et celui-là. D'accord? C'est composé d'une expression. Bon, je rajoute en plus comme ça, juste pour voir. D'accord? Vous comprenez comment ça marche, du coup? Donc, on va voir ça comme hiérarchie de classe. Voilà. Et ça, on l'a déduit à partir de ce qui était indiqué là, quoi, en toute logique, quoi, pour que ça fonctionne. Hein. Parce que pour que ça fonctionne, c'est quoi le lien violet? Le lien violet, c'est le lien de composition, en fait. Parce que là, on voit que plus est composé de 2 expressions. D'accord? À la fois, il hérite, c'est lui-même une expression, mais il est composé aussi de 2 expressions, en fait, quoi. Donc on peut hériter et être composé ensuite en même temps, quoi.
Mais plus ne requiert pas aussi un lien avec valeur. Non, en fait, il aura un lien avec valeur par le fait il contient des expressions et ces expressions-là, ça peut être soit des valeurs, soit, éventuellement d'autres opérations, quoi. Mais le truc le plus général, on additionne pas forcément des valeurs. On peut additionner aussi des expressions plus complexes, quoi. D'accord? On va le voir tout de suite dans l'exemple, qui est demandé là, quoi. La hiérarchie de classe proposée définit une expression arithmétique qui peut être évaluée pour donner un résultat. La méthode va donner l'expression arithmétique avec parenthèse qui correspond à l'objet du programme donné ci-dessus. Donc voilà. Donc le programme, lui, il demande de calculer un certain truc. Qu'est-ce qu'il va calculer? Une expression peut être composée d'expressions. Oui, tout à fait, Totol. C'est justement ce que je suis en train d'expliquer, quoi. C'est que plus il hérite d'expressions, hein, via opération, mais en même temps, il est composé d'expressions. Pour faire une addition, j'ai besoin de 2 expressions. D'accord, mais quand je vais pouvoir faire des additions de multiplication et des multiplications d'addition, de division, et cetera, il faut bien avoir un truc commun pour que ça parle le même langage, quoi. Parce que sinon, je devrais faire un plus et puis je devrais écrire à chaque fois tous les types différents, quoi. Quand est-ce que j'additionne une valeur avec une expression avec une valeur, une expression avec un moins, enfin, ça serait infernal, quoi. Là, ça permet en une seule ligne, en un seul constructeur, d'avoir toutes les possibilités ici de former une expression plus avec une valeur et un moins, une valeur et un divise, une valeur avec une autre valeur, une valeur, voilà, avec n'importe quelle opération. Alors ici, le truc opération n'était pas forcément obligatoire, hein. Vous auriez pu directement rattacher plus, moins, multiplier, diviser, rattacher directement en dessous d'expression. Puisqu'en fait, la classe opération là, elle fait pas grand-chose, hein. Mais bon, c'est juste voilà, pour faire un peu propre, hein, pour distinguer 2 grands types de choses, les valeurs et les opérations, on fait comme ça. Mais là, au niveau de l'exercice, là, il y aura rien de particulier au niveau d'opérations. C'est-à-dire qu'on aurait pu les rattacher, eux, directement ici. Donc justement, pour bien comprendre, on va regarder justement ça. Donc là, ça crée des expressions, donc différentes valeurs, et on va regarder après ce qu'on fait avec ces valeurs. Alors, on va regarder déjà le truc. À la fin, c'est le dé qu'on affiche, c'est la division. Donc on fait une division entre 2 trucs. Donc je vais déjà faire le truc de la division. On divise P2 par M2. Donc à gauche là, il va falloir mettre le P2 et à droite, il va falloir là mettre le M2. Alors à gauche du P, c'est quoi le P2? Le P2 là, si je le trouve, hein, il est là. Le P2, c'est un plus de V6 et de multiplier et de mult. Donc plus de valeur 6 et de et 2. Et la valeur 6, on sait ce que c'est, quoi. La valeur 6, c'est V5, c'est-à-dire 3. Donc ici, on va avoir 3 plus, d'accord? C'est un plus. Et 3 plus, ici, et à cet endroit-là, donc ça, le P2, c'était tout ça. Le M2, c'est tout ça. Là, ici, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle ici mult. Voilà. Là, il faut que j'écrive le mult. Et mult, c'est P1 par V5. V5, je sais que... Alors, peut-être que... Ouais, on va changer... Ouais. On va le mettre comme ça. Alors, dans mult, ici, c'est multiplie de P1 V5. Alors, V5, c'est simple. V5, on sait que c'est 3. Donc, ici, il y aura 3. C'est une multiplication. Et à ce niveau-là, donc là, on a dit que c'était on multipliait P1. Donc, ici, c'est P1. Et P1, c'est plus V1, V2. Donc, V1, V2, c'est 4 et 1. Donc, c'est 4 plus 1. Donc, ici, parenthèse, 4 plus 1. D'accord? Attention, là, en jaune, c'est un multiplié ici. Hein. Multiplié. Voilà, et division, c'est M2. Alors M2, il se trouve que c'est moins V3, V4, donc ça va être encore plus simple. Moins V3, V4, V3 c'est 7, et V4 c'est 5. Voilà, donc réécrit au propre ici, c'est 3 plus 4 plus 1 fois 3, divisé par 7 moins 5.
P2. Voilà. Ça va? Ça pose pas de problème particulier, quoi. Donc voilà, on va avoir tout décortiqué et puis voilà. Moi, j'ai fait un truc. Je suis parti de l'expression de l'EVA et puis je suis remonté tout ça. Bon, alors ça demande de laisser, là j'étais un peu limite, hein, laisser suffisamment de place pour écrire les trucs en remontant, quoi. Donc vous partez de ce que vous voulez afficher et ce que vous voyez en fait, c'est que, ouais. Après, on verra comment, quand on va faire des évaluations de ça, quand il demande le get val, bah, pour évaluer toute cette expression, on va pas le faire d'un coup, hein, on va le faire petit à petit. On va déjà faire des get val de chacune des éléments là et ensuite des get val des parenthèses les plus intérieures, etc., etc. Bon, de toute façon, ça devrait faire l'objet d'une question suivante. Donc j'espère que c'est bon, sinon n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Donc du coup l'expression là on l'a bien mise, il n'y a pas de souci. Donc hop, c'est fait. Question 3. Alors, donnez le code des classes nécessaires pour que le programme s'exécute et affiche une fois la formule évaluée et son résultat in 13, donc c'était le dernier getVal. Le code des classes plus, moins, multiplie, divise étant très proche, le code des classes étant très proche, on donnera que celui de divise. Ok. Donc du coup, ce qu'on nous demande, c'est, donc si on nous demande que divise parmi les 4, ce qui va nous rester à faire, du coup, il va falloir que je serre pas mal. Oups. Donc on va devoir faire la classe expression, abstraite, la classe valeur, assez simple, la classe opération, assez simple, et on a dit qu'on faisait que divise. Multiplie, moins et plus, on le fera pas, hein, parce que divise est quand même relativement proche. Alors, expression, on est parti. Alors, question 3. Alors, public, abstract, classe, expression. Hop. Alors, tout ce qu'elle a, cette classe expression, c'est juste un public, double, getVal, point virgule. D'accord, elle est j'ai pas écrit abstract. Public, abstract. Double, getVal. Voilà, point virgule, hein, donc effectivement, elle n'est pas définie. C'est pas à cet endroit-là qu'on va pouvoir dire quelle est la valeur, hein. Donc voilà pour la classe expression. Maintenant, bah, une classe toute simple, c'est la classe public. C'est une classe tout à fait concrète. Public class valeur, extends expression. Donc c'est un type particulier d'expression, l'expression la plus simple possible. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Bah justement une valeur, private double. Alors comme le truc s'appelle getVal, je vais l'appeler val. Voilà. Est-ce que je la mets par défaut une valeur? Non. Et on va faire juste le constructeur qui prend une valeur. En public, où est-ce qu'on fait tout? Non, on va juste faire le constructeur, ça pas n'importe. Enfin, c'est un peu débile les constructeurs par défaut pour un truc comme ça. Donc on prend une valeur double v. Voilà. Bon, a priori par réflexe, vous pouvez écrire super ici pour qu'il appelle le constructeur du haut, quoi. Bon, là, il n'y a pas de constructeur qui est défini, mais il y en a qui est implicite, hein, et il ne fera rien. Donc du coup, on le fait quand même, voilà, mais en indiquant que c'est pas obligatoire, quand même. Optionnel. Bon, vous pouvez l'avoir comme réflexe, hein, de faire toujours super à chaque fois, comme ça, vous êtes comme ça, le problème est réglé.
Il le fera de toute façon, quoi. Mais c'est juste pour que vous ayez conscience. Enfin, là, c'est un peu absurde parce qu'il n'y a pas de constructeur, il n'y a rien à faire dans l'expression, quoi. Mais il se pourrait qu'un jour, l'expression soit modifiée pour qu'elle ait une espèce de constructeur. Par exemple, elle pourrait contenir un ID, quand on aurait des ID d'expression. Alors, super, et ensuite, il faut mettre justement val égale v. Val reçoit v. Voilà pour lui. Donc, le constructeur. Et maintenant, il va falloir faire donc getVal et puis toString, parce qu'on avait dit qu'on faisait des méthodes toString aussi. Alors, getVal, ça renvoie un double. Donc, public. Pardon. Oui. Public double getVal. On pourra ajouter un petit override au-dessus pour être sûr. Hein. Public double getVal. Et donc, c'est une valeur, donc tout simplement, elle return. Bon, elle est sa valeur en fait. Hein. D'accord. C'est vraiment le truc le plus simple possible. Quoi. Et public string toString, si on a envie d'afficher tous ces machins-là. Et là, on va mettre return. Il faut convertir val en string. Alors, j'ai créé une petite string vide ici que je concatène avec val, comme ça il va me construire automatiquement la string qui va bien. Petite astuce. Voilà comment on convertit des nombres en string. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà pour expression. Alors, opération, je vais la mettre dans un coin ici. Public, abstract, classe, opération. Bon, ça, c'est une classe qui est pointue, qui est complètement vide. Quoi. Hop, on ne fait rien. Voilà. Elle hérite. Ah non, il y a extends quand même. Quoi. Extends, expression. Sinon, ça ne marcherait pas. Et on se retrouvé avec le même problème que Poulet Vindaloo, c'est qu'on se retrouve avec des trucs qui ne marcheraient pas. Donc, extends expression, et puis, a priori, il n'y a rien à l'intérieur. Hein. C'est une classe abstraite, elle va hériter de la méthode abstraite getVal ici, mais il n'y a pas besoin de le préciser. Est-ce qu'on peut aussi faire string de val pour transformer val en string? Je pense pas, non. Je pense pas que ça soit transtypable comme ça, quoi. D'accord. S'il n'y a pas de relation d'objet entre un type double, qui est en fait un type simple, qui n'est pas un objet, donc je pense pas qu'on puisse le transtyper comme ça. On a un string qui est un objet, en fait, quoi. Enfin, tu peux tester, mais à mon avis, ça marche pas. Donc voilà. Donc, je vais bien les séparer comme ça. Donc, la première classe est là, la deuxième classe est là. Il me reste à faire public class divise, que je vais faire sur 2 colonnes là. Divise, extends. Bon, je dis ça, puis j'aurai pas la place. Extends, c'est une opération. Voilà. Et ça serait la même chose pour plus, moins, et puis pour multiplier. Alors, public class divise est en opération. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin? Une classe divise, elle a besoin en privé de 2 expressions. Private expression. Donc j'avais dit que je les appelais E1 et E2. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'il ne faut pas définir toString de manière abstraite dans l'expression? Non, parce qu'elle ne serait pas du tout abstraite en fait, quoi. Parce que par défaut, la classe expression, elle hérite implicitement de object. D'accord? Voilà, tout hérite d'object. Donc expression, elle hérite implicitement d'objet qui lui a sa méthode toString. Du coup, elle hérite d'une classe concrète toString, d'accord? Donc dès qu'on a expression, on peut lui demander, on ne pourra pas avoir un objet d'expression tout seul comme ça. Mais donc non, surtout pas, il faut surtout pas le mettre abstrait, parce que c'est pas du tout abstrait. C'est complètement concret, parce que object a bien une méthode concrète toString. Donc dans la classe divise, on a ces deux trucs-là. Il nous faut un constructeur de divise. Alors on est parti. Hop. Alors le constructeur, il va être public. Public divise.
il va prendre deux expressions. Expression E1, expression E2. Bon, je commence vraiment à serrer là. Donc on va faire un petit super par réflexe, hein. Voilà. Et on va faire this E1, this.E1 égale E1, point virgule, this.E2 égale E2. Et je ferme la collade ici. Donc voilà. Donc pour le constructeur de divise, ça prend deux expressions. Et du coup, maintenant, il va falloir, je vais prendre, ça se trouve que là c'est vierge, hein. Je vais continuer ici. Alors il faut une méthode getVal, donc public getVal. Alors j'ai oublié de marquer son type de retour. Ça renvoie un double. Public double getVal, voilà. Vous mettez override ici. Partout où j'ai dit, c'était redéfini, n'hésitez pas à mettre override. C'est une bonne pratique. Public double getVal. Alors c'est une division, et donc on va faire un return. Donc il faut faire une division entre l'expression 1, E1, dont je vais calculer toute la valeur, hein, parce que c'est une expression, elle peut être assez complexe. Si j'appelle sa méthode getVal, hop, il va tout calculer, ça va être un double du coup. Et ce double-là, je vais pouvoir le diviser par un autre double de l'expression 2 que j'aurai complètement réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire la valeur numérique qui est la valeur qu'elle vaut, quoi. Donc voilà, et il reste toString. Alors pareil, maintenant que j'ai de la place, j'ai cette idée d'aller en arrière. Oups, override ici, public string toString. Alors comment on va afficher cette division? On va faire return de expression 1.toString plus un petit symbole divisé comme ça, plus un petit E2.toString. On teste pas la valeur de E2. Pourquoi tu veux tester la valeur de E2? Je t'écoute, c'est peut-être une bonne idée, hein. Voilà, donc là j'ai redéfini tout ce qu'il fallait, donc après là on est bon, quoi. Oh, peut-être que là, pour être sûr, là, hop, attention. Oh, puis du coup, j'ai bien, attends. Donc ça, c'était la première manière de faire. Je vais le simplifier grandement, ce truc-là, juste après, pour vérifier si c'est 0. Ok. Bon. J'ai déjà lu l'exercice, donc je sais que c'est l'objet des questions suivantes, donc bonne remarque. Et puis, donc on va commenter ça dans les questions suivantes, parce que justement, c'est des questions qui sont posées ensuite, quoi. Donc on lit bien, dès qu'on a un énoncé, on lit bien tout le truc, pour être sûr qu'on ne répond pas de manière anticipée à des questions qui pourraient arriver ensuite, hein. Donc si vous regardez un peu, donc Ira, si tu regardes un petit peu après, tu vas voir que que les questions en fait elles sont déjà posées, quoi. Alors, évidemment il va tout effacer ce con. Ok, il a tout viré. Donc j'en étais à la méthode, excusez-moi, hein, si vous aviez, donc j'étais à public toString. De temps en temps j'ai mon truc de qui plante là. Alors public string toString. Je disais, c'est juste de rajouter des parenthèses, hein, du coup ça va vraiment simplifier le truc avec le override au-dessus. Alors return, du coup en parenthèse, parce que si on veut afficher toute l'expression après, si on ne parenthèse pas, ça va pas donner un truc mathématiquement qui a un sens. Alors, une petite parenthèse, plus E1. Du coup, j'ai pas besoin d'écrire toString parce que là, c'est une concaténation et il y a moins des éléments qu'une string, donc il n'y aura pas de problème. Là, je vais mettre divisé. Là, je mets E2. Et puis là, je mets la parenthèse fermante. Voilà. Parfait. Alors, du coup, on va venir à ce que tu disais, Kira. Donc, la question suivante.
Voilà, ici. Donc, donner le diagramme de l'état de la mémoire en fin du programme. C'est ça, en fait, quoi. Attends, j'avance, je regarde. En cette manière, on pourra modifier valeur. Je l'ai peut-être rêvé, hein, le truc. Hein. Machin, qu'est-ce qui survient? Ouais, quand on revient par cette, ok. C'est ça, là. Bon, donc on y reviendra plus tard à ta question, Kira. Alors, donner le diagramme de l'état de mémoire à la fin du programme, ligne 13. Bon, alors reprenez sous les yeux l'énoncé du début, là. Et ce qu'on va faire, du coup, donc là, on est en train de faire la question 4. Donc on va regarder, donc suivez-le sous les yeux aussi, là. Donc l'état de la mémoire. Donc on sait que il y a un divise. Je vais essayer de faire ça pour que ça soit à peu près propre. Hein. On a un divise qui s'appelle D. Donc on a un D qui pointe vers un objet divise ici, qui est composé de deux expressions E1 et E2. La première expression, c'est P2, c'est-à-dire c'est un plus. Donc lui, il pointe vers un objet de type plus, qui lui-même s'appelle du coup, s'appelle P2. Et un objet M2, et l'objet M2, c'est un moins. Donc un objet de type moins, hein, et en même temps, il y a un truc qui s'appelle M2 qui pointe vers lui. Et donc ça, E2 aussi, il pointe vers lui. D'accord? Donc le divise, il est constitué d'un plus et d'un moins. Alors maintenant, on va regarder le plus, qui est P2. P2, il a été défini comme un plus de deux expressions. Donc pareil, lui, il a un E1 et un E2, hein, avec deux expressions. E1 du plus, là, c'était V6, et V6, c'était une valeur, quoi. Hein. D'accord? Donc on a un V6 aussi qui pointe vers le même, et ce machin-là, c'est une valeur. Et la valeur, c'était, a priori, on l'avait appelé val. Et ici, la valeur du V1, du V6, pardon, c'était V5, c'est-à-dire que V6 il pointe là-dessus, et V5 il pointe sur le même. Et V5, sa valeur c'est 3. Voilà. Arrêtez-moi si vous ne suivez pas. Donc dans ce plus de P2, il y a aussi en deuxième membre, quand il a été construit, un mult. Donc ici j'ai un mult. Et à la fois ce mult là, il est pointé par, il s'appelle M2, hein non, il s'appelle mult. Mult, et en fait c'est un multipli. Voilà. C'est un objet de type multipli qui prend lui-même un E1 et un E2 et multiplie, mult, hein, ça multiplie de P1 et de V5. Donc je vais déjà faire V5 qui est le plus simple. Donc V5, hop, c'est une valeur. Et V5, cette valeur est initialisée à 3. Donc là, il a un val qui vaut 3. Et le premier argument de mult aussi, quand il a été construit, multiplie P1 V5. Donc là, lui, il pointe vers un truc ici qui est aussi pointé par P1. Et P1, il se trouve que c'est un plus. Un plus de quoi? Un plus de V1 et V2 de deux valeurs. Donc pareil, il y a une expression et une expression 2. Valeur val égale, alors V1 c'est 4. Donc il y a V1 qui pointe vers lui. Et E1 il pointe aussi vers lui. Et on a aussi une valeur ici V2 avec val
de V2 qui vaut 1.0. Enfin, 1. Voilà, un V2 ici. Donc voilà pour le plus du multiplié. Le deuxième, c'était une valeur. Alors donc on a tout le monde V1, V2. Alors il est où le V3? Est-ce qu'on l'utilise quelque part? Ouais, c'était le M2. Peut-être qu'on n'est pas en train de faire. Ouais, le M2, le moins, on l'a pas encore fait. Le moins ici, il a une expression E1 et une expression E2. L'expression E1 du moins, c'est-à-dire de M2, c'était moins de V3 et V4. Donc ici, on a une valeur qui est aussi pointée par V3. Et ici, on a une autre valeur qui est aussi pointée par V4. Donc ce sont des valeurs, les deux. La valeur de V3 a été construite avec une valeur 7. Et la valeur de V4, il a été construit avec une valeur de 5. Alors, comptons combien j'ai fait de new là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je devrais avoir 11 new. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, est-ce qu'il y en a un qui ne serait pas répété par hasard? Ah oui, il a le V5 ici. Je l'ai fait 2 fois. D'accord? Donc je vais effacer celui-là. Et je vais le faire revenir ici. Voilà, lui, il pointe vers lui. Voilà. Donc voilà l'état de la mémoire. Aussi proprement que je peux. Non, je pourrais faire plus propre. Mais faire les trucs en live, je l'aurais fait au brouillon et peut-être j'aurais pas changé grand-chose. Hein. Peut-être que lui, je l'aurais légèrement déplacé pour éviter que ça se croise trop. Mais je pense pas qu'on peut trop échapper au fait que ça se croise. J'espère que ça va. Donc, dessiner l'état de la mémoire, voilà, voilà ce qu'on vous demandait. Quoi. Donc, en gros, dessiner l'état de la mémoire, c'est construire tous les objets qui ont été construits par New et puis mettre les différentes relations qu'il y a entre eux. Quoi. Voilà, donc ça, c'est une autre représentation donc, de l'expression arithmétique hein, qu'on avait écrite tout à l'heure avec l'expression parenthésée. Voilà. Vous pouvez revenir dessus plus tard si vous avez besoin de le recopier. Hein. Tout est en rediff comme d'habitude. Donc on souhaite maintenant pour modifier l'attribut d'un objet valeur, on ajoute pour ça void setVal de W à la classe valeur qui fixe fixe à V l'attribut de la classe, soit ligne de code suivante v6.setValue setValeur de 4. Alors on nous donne OK, il y a une question. Il n'y a pas de question. Alors, je sais pas ce que ça vient. Bon, ok, il n'y a pas de question. Je sais pas pourquoi c'est donné comme une question. Bon, bref. Donc, on imagine qu'on a déjà défini un truc qui s'appelle cette valeur. Voilà. Quel problème? Ouais. Bah, je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Est-ce que j'ai oublié? Ah oui, oui, j'ai pas écrit la question en entier. Ok, ouais, d'accord. Il n'y a pas la question en entier. On nous dit le programme ne compile pas. Le programme ne compile pas. Pourquoi? Et ensuite, comment corriger, quoi. Alors, pourquoi ça compile pas? Donc, on a une setVal void setVal de double ici, là. On fait un v6 de cette valeur de 4, quoi. Hein, donc, dans la classe valeur, on a rajouté ça, le setVal, ce qui est très bien. Et v6 cette valeur de 4, ça compile pas. J'attends vos suggestions. Pourquoi ça compile pas, cette ligne-là? Pourquoi il va écrire une erreur de compilation au niveau de cette ligne? Donc, vous écrivez dans le chat, je vais entourer ça pour faire un commentaire dessus. Je vais entourer ça. Excusez-moi. Je vais entourer ça pour faire un commentaire dessus. Alors, y a-t-il encore quelqu'un sur le chat? On fait pas new pour V6.
En fait, V6, il est déjà, enfin, il existe déjà, hein. Je vais revenir en arrière. C'est laborieux de tout m'effacer. Allez, remonte. Qui est presque. Voilà. V6, il est là. Expression V6 égale V5. Donc on n'a pas fait new pour V6, mais en fait, c'est pas grave. Il référence V5 et V5, lui, il a son new. Donc V6, V6, il référence bien quelque chose qui existe. V6, il référence le valeur de 3. Qu'on peut voir dans toute notre gros spaghetti qu'on a fait tout à l'heure. Oui, il change la valeur de V5, mais c'est pas un problème, ça. C'est pas une erreur de compilation. On a bien le droit de faire ça. On peut se dire que c'est peut-être pas, c'est peut-être dommage, mais voilà. V6, V5, ils sont là, ils pointent vers ce machin-là. Et je fais un set valeur pour changer le 3 ici et pour mettre à la place un 4. Voilà ce que je veux faire en fait. D'accord? Donc là-dedans, je vais juste changer la valeur ici pour la changer en 4. Et ça va pas compiler, il y a une raison pour... Bon, alors je vais vous donner la réponse. Donc ça, c'est une méthode de valeur, de la classe valeur. Et V6, il est déclaré de type expression. Ça prend un int. Oui, mais ça, c'est pas grave. Les int, ils sont automatiquement, implicitement transtypables en float, hein. Enfin, en double, donc c'est pas un problème, quoi. Donc l'erreur, elle est là. C'est que là, vous avez une méthode de valeur, d'accord, mais vous l'appliquez sur un truc de type expression. Donc le compilateur, il va pas être content. Il va regarder dans la classe expression, et dans la classe expression, il va voir, pardon, dans la classe expression, il va constater qu'il n'y a pas de méthode cette valeur dans l'expression. Et donc, il va pas compiler. Alors, comment on corrige? Bah, le truc, c'est que si on est, a priori V6, si on est sûr que c'est une valeur, bah, il suffit de le caster en valeur. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans le premier exo. Valeur, voilà, V6, je le caste. On déclare méthode abstraite dans alors ça, Polyvindalo, on va pouvoir faire ça. Ça sera ma deuxième solution, quoi. Donc, première solution, solution 1, et après on regardera solution 2. Donc valeur V6, là, hop, du coup je le caste en valeur V6, je reparenthèse comme ça, et ça, si c'est une valeur, là je vais pouvoir faire cette valeur de 4. D'accord? Et ça va compiler. Tout le temps, ça va compiler. Mais le truc, c'est que pour pas avoir d'erreur d'exécution, il faut que je sois sûr que V6 ici, ça soit bien, il soit bien de type, il référence bien un objet qui est de type valeur, hein, en concret. Parce que si V6 référence par exemple un objet de type plus, pendant l'exécution, là, il va y avoir une exécution qui va être lancée parce qu'il n'arrivera pas à convertir un plus en valeur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de lien d'héritage entre, enfin, il n'y a pas de lien entre les deux, quoi. D'accord? Donc là, typiquement, dès que vous appelez vous faites un transtypage comme ça vers le bas, bah, un truc qui est de type V6, qui est a priori de type expression, c'est pas forcément une valeur, hein. Donc si je le caste en valeur, c'est que je sais ce que je suis en train de faire, hein. C'est que je suis sûr que V6, en fait, le vrai objet qui est référence est vraiment de type valeur, hein, pour que ça marche. Sinon, ça ferait une exception à l'exécution. Alors, Poulet Vindaloo me propose une deuxième solution, c'est de déclarer une méthode abstraite dans l'expression. Donc, déclarer une méthode, cette valeur abstraite dans expression. Et du coup, c'est pas suffisant. Parce que maintenant, ça a des conséquences. Si on a déclaré une méthode abstraite dans cette valeur dans l'expression, et ben conséquence,
il faut la définir dans toutes les sous-classes. Enfin, dans une des sous-classes, quoi. Donc il faudrait la définir dans plus, multiplie, divise et moins. Il faut rendre expression abstraite, mais expression est déjà abstraite et définir cette valeur dans valeur. Expression est déjà abstraite, hein. Donc on peut mettre un set de valeur dedans, mais le problème c'est que ça a des conséquences, quoi. L'expression est déjà abstraite, donc juste la définir. Oui, mais alors, enfin, ouais, d'accord. Mais après, ça, je trouve ça un peu gênant, quoi. Ensuite, il faut définir une méthode setval dans plus, multiplier, diviser et moins, qui va peut-être être une opération qui ne fera rien, en fait. On peut faire un setval donc, pour dans les classes plus, multiplie, divise et moins, qui ne fera rien. Mais c'est un peu conceptuellement, c'est un peu bizarre, quoi. Ça n'a aucun sens de qu'il y ait une méthode setval pour ces trucs-là, quoi. Surtout que si ça fait rien en plus, quoi. D'accord? Donc la méthode la plus logique, ce serait de faire ça, en fait, hein. On ne fait des setval que pour les valeurs. Et donc là, c'était juste là, ça n'a pas marché juste du fait que le V6 que j'ai pris là, il a été mis dans un truc de type expression, quoi. S'il avait été mis directement dans un truc de type, quand il avait été déclaré là, parce qu'on dirait qu'il y avait aucune raison, quand j'ai déclaré V6, de le déclarer de type expression. On pouvait le déclarer de son vrai type de type valeur, hein, et ça aurait très bien vous changez expression en valeur comme type déclaré de V6, votre programme il marche encore, hein, et du coup vous n'avez pas à faire ce cast-là, puisque vous avez déclaré quand vous avez déclaré V6 là, plus haut. Je vous rappelle, hein, il y a marqué la ligne, c'est dans l'énoncé, c'est expression V6 égale new valeur de 3, je crois. D'accord? Bon, l'énoncé est fait comme ça, mais en réalité, ça, fallait pas faire ça, il fallait écrire valeur ici. Et écrire valeur ici, ça n'aurait rien changé que dans le, je sais plus qui prend V6 comme expression dans quelqu'un, je vais peut-être le regarder, je vais chercher. Dans l'énoncé là, V6 il est utilisé dans voilà P2 égale plus V6 et mult. P2 P2 opération P2 égale plus V6 mult. Vous avez une opération P2 égale new plus de V6 et mult. Je sais pas si vous le voyez ça. Je vais l'écrire comme un cochon. V6 et mult. Vous avez ça. Mais vous pouvez très bien ici, là, le déclarer avec son vrai type, c'est-à-dire valeur. Est-ce que là, ça a posé un problème de compilation ici? Alors, Snurp, je vais faire, j'ai l'impression qu'il faut définir cette valeur dans valeur, mais aussi dans plus. Ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ouais, Snurp. Alors, pour les vénélos, tu me dis non. Alors, j'essaie de me souvenir de ma question, du coup. Non, ça ne pose pas de problème, effectivement, tu as bien raison. Parce que là, transtyper dans ce sens-là, c'est-à-dire que là, plus il attend ici une expression, mais valeur, ça hérite de expression. Donc une valeur, c'est toujours une expression. Donc il n'y a pas besoin de le transtyper explicitement. Le seul moment où il faut le transtyper explicitement, c'est quand on va du haut vers le bas. Le downcasting, ce qu'on appelle, quoi. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je l'écris en vert, là. Je vais le mettre ici. Voilà, downcasting égale danger. Conséquence, il faut caster. Bon, on va écrire en français, hein. Transtyper, hein, cast, explicitement. Voilà. Et on a potentiellement on pourra avoir potentiellement des erreurs d'exécution. Pas d'erreur de compilation quand on transtype explicitement, mais des erreurs d'exécution, hein, dans laquelle, quand on essaye de transtyper, eh ben, c'est pas possible en fait, quoi. D'accord? Alors pourquoi doit-on définir cette valeur en plus? Là, c'est seulement dans le deuxième cas, en fait, hein, Kira. C'est seulement quand on fait la solution 2. Parce qu'à partir du moment où je déclare cette valeur abstraite dans l'expression,
Comme expression est au sommet de tout le monde, non, c'est pas ici. Je cherche ma hiérarchie des classes, là. Ah, mais je l'ai plus. Est-ce que je l'ai encore, là? Non, ah si, il est là. La expression, il est au sommet de tout. Si j'ajoute ici en plus, là, un set val abstrait, et ben tout le monde va en hériter. Donc set val dans valeur, bon là c'est dans l'énoncé, on écrit un set val pour changer la valeur. Mais si là je mets un truc abstrait avec set val, et ben tout le monde va en hériter. Et si elle est redéfinie nulle part, et ben elle va rester abstraite. Et donc plus, moins, multiplié, divisé vont devenir des classes abstraites. Et donc il y aura une erreur de compilation, quoi, parce qu'on ne les aura pas déclarées abstraites. Donc du coup là on est obligé de rajouter cette val ici pour qu'elle soit concrète. Mais cette val dans plus, ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a pas de sens. Voilà Kira, j'espère que tu comprends. C'est que dès que vous définissez une méthode abstraite, tout ce qui en hérite, bah, ils héritent de cette méthode-là. Et si elle n'est pas redéfinie, bah, elle reste abstraite. Le diagramme étonné, ça c'était déjà fait. C'est même magnifique. Voilà. Hop. Donc, n'oubliez pas downcasting danger. Hein. DD. Je viens de le trouver là. Des fois j'ai des éclairs de génie comme ça. Downcasting danger. D'accord. Par contre, dans le upcasting, pas de problème. Hein. Upcasting, tout ce qui est en bas est forcément du type de truc au-dessus. Alors, quel problème se souvient? Donc, dans V4, si V4 égale new valeur de 7. Donc, on change la valeur de V4 pour y donner 7. Alors, V4, c'était celui qui valait 5. Hein. Alors, si vous regardez un peu plus haut, donc l'expression qui était calculée, ça, on va pas faire un mystère parce que c'est vraiment ça, cette question-là me semble extrêmement étrange. On avait, pardon, 3 fois. Non, c'est pas ça. On avait un truc, 3 plus 4 plus 1 fois 3 divisé par, voilà, 7 moins 5. Voilà, donc c'était ça l'expression. D'accord, l'expression c'était ça. Et en fait, expression V4. V4 c'était lui. Voilà. Donc si on fait un 7 valeur de 7, là il va remplacer un 7. Et donc quand on va l'évaluer, effectivement, là ça fera 7 moins 7, ça va faire 0. Et on va diviser par 0. Donc, quel problème survient dans l'exécution du programme si on remplace une 5? Alors, qu'est-ce que vous proposez comme on obtient divisé par 0? Donc c'est quoi le problème? Alors c'est la question numéro 51.6. Donc j'ai indiqué effectivement sixième. Donc on a une division par 0. Problème. Alors qu'est-ce qui se passe à l'exécution? Donc pour les Vindaloo, j'ai bien pris ta remarque, qui est tout à fait correcte. Hein. Quel est le problème? Il nous reste 7 minutes. Allez, il y a bien quelqu'un qui sait qu'est-ce qui va se passer en fait. Puisqu'on dit qu'il y a un problème. Alors, on va retenir, mais j'ai l'impression que tu vas nous ressortir un autre truc. Valeur V6 égale V5, ça aurait fonctionné, même si V5 est de type expression. Oui, parce qu'en fait, V5 est type expression et V6 est... Ah, valeur V6 égale V5. Non, ça marcherait pas, c'est du upcasting, ça. C'est du downcasting, pardon. Donc il faudrait caster V5 en valeur. Paulet Vindaloo, il sent l'arnaque, là. Donc il ose pas dire une bêtise, quoi. Snirb, j'espère que j'ai répondu vite fait à tes questions. Je vais l'écrire dans le petit coin. Hein. Donc, il faudra écrire valeur V6. Égale valeur de V5.
Bah, sauf si on avait déclaré V5 déjà type valeur, à ce moment-là, il n'y aurait eu aucun problème. Bon, allez, même si tu sens l'arnaque, fais-nous avancer, quoi. Ça, je fais mon petit effet de manche, là. Bon, allez. Problème. Aucun. Le programme va continuer de s'exécuter avec... Je sais pas quoi dire de plus. Oui, mais enfin, en réalité, bon, le problème, donc il n'y a aucun problème, en fait, quoi. Et question suivante, on dit dire comment y remédier. Donc là, la question suppose qu'il y a un problème, mais pour moi, il n'y en a aucun. Alors, comment remédier affiche un message d'erreur approprié et évite un arrêt brutal du programme. D'accord? Alors ça, vous le notez dans un truc. Évite un arrêt brutal du programme. Hein, ça n'arrivera pas. Hein. D'accord? Bon, alors, pourquoi? Parce qu'on utilise des types double ou float, ne lance aucune exception lors d'une division par 0. Voilà. Donc si vous faites 5.0 divisé par 0.0, le résultat, c'est plus l'infini. Si vous faites 0.0 divisé par 0.0, le résultat, c'est not a number. D'accord? Donc il y a toujours une valeur. Et donc après, il va continuer de faire des opérations avec plus l'infini et tout ce que vous voulez. Donc on va diviser par 0. En fait, le résultat à la fin, ce sera plus l'infini. Parce qu'en fait, voilà, faut se méfier des types flottants, hein, float ou double. Hein. Donc les types de division à 0, ça ne pose vraiment aucun problème. Ça va juste propager des plus l'infini ou des not a number. C'est tout. Dès que vous avez quelque chose qui est not a number dans une expression, à la fin, l'expression elle sera not a number. Si vous avez des plus infinis, si vous redivisez un autre truc par plus l'infini, vous allez retrouver 0, etc. Donc des opérations comme ça qui ne sont pas totalement mathématiquement correctes, mais voilà, il a une représentation qui représente plus l'infini, donc elle fera comme ça. Quoi. Donc en réalité, il n'y a aucun problème. Quoi. Le programme va continuer de s'exécuter exactement pareil. Quoi. Alors, éventuellement, vous pourriez tester qu'il est égal à 0, et dans ce cas-là, faire en sorte que effectivement, il lance une exception pour dire que vous essayez de diviser par 0. Mais franchement, moi, je le ferai pas. Je laisserai continuer de calculer avec ces trucs comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus rapide, et vérifier qu'à la fin, la valeur qu'on obtient, regardez effectivement si c'est une valeur normale ou si on obtient notre number ou plus l'infini. Quoi. Seulement vérifier à la fin. Ça sert à rien de s'arrêter en cours de, enfin, de faire ça en cours de route. Hein. Et si on le fait en cours de route, hein, c'est pas seulement les divisions par 0 qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder les divisions par plus, s'il n'y a pas un plus l'infini qui est apparu, s'il n'y a pas un auto number. Hein. Parce qu'en fait, dans mon set val, en fait, dans le set val ou quand je déclare des objets de type valeur, rien ne m'empêche de leur définir avec plus l'infini auto number. Ce sont des valeurs possibles des floats et des doubles. Et donc, on a juste vérifié une division par 0, c'est pas suffisant. Si on se relance dans cette voie-là, il faut tout vérifier. Hein. D'accord? Et donc, même au niveau de cette val, il faut aller vérifier qu'on ne fait pas des set val de plus l'infini et de not a number ou de moins l'infini. Il faut aller vérifier que dans le set val, dans le constructeur de valeurs aussi, c'est pareil, on les initialise pas avec des machins comme ça. Hein. Donc soit on fait tout le boulot, soit on fait rien. Quoi. Et moi, ma méthode, c'est plutôt de rien faire, puisque ça me pose aucun problème que ces machins-là soient calculés. Hein. Attention, c'est juste pour les types flottants. Hein. D'accord? Si vous êtes sur le type int, si vous faites une division par 0, là, vous aurez une exception. Parce que dans le type int, il n'y a pas de représentation de ces machins-là. D'accord? Il faut faire gaffe, les types flottants, ils sont vraiment, c'est des types vraiment bizarres. Quoi. Hein. D'accord? Et donc en Java, il n'y a pas d'exception qui sont lancées en cas de division par 0. Donc en réalité, un arrêt brutal du programme, il n'y aura pas d'arrêt brutal du programme. Hein. Le programme va continuer de s'exécuter exactement comme il faut. Quoi. Donc ça n'arrivera pas, donc c'est une erreur d'énoncé. Voilà, on arrive à la fin. Donc il nous restait la question 8 qui est là, où on me tente de simplifier en profondeur. Bon, bah, l'idée, c'est effectivement, c'est créer une fonction récursive en fait qui va appeler getVal là, qui va recopier l'arbre, mais parce que c'est implicitement c'est un arbre qu'on est en train de créer quoi, et qui pour à partir d'une certaine profondeur va lancer getVal pour remplacer ici toute la valeur de ce sous-arbre là,
par sa valeur qui est 9. Donc du coup, on se retrouve avec un arbre qui est uniquement de profondeur 3 ici. Bon, je laisse regarder la question. Bon, normalement, on a déjà fait plus que ce qui était normalement prévu dans les 1h45 qu'on a là. Éventuellement, j'avais prévu, s'il nous restait un peu de temps, de faire les différentes utilisations de final. Juste là, pour mentionner, on a déjà vu qu'on pouvait faire des attributs final, c'est pour les rendre constants, en fait, qu'on puisse plus les modifier, enfin immutables en réalité. Donc, un attribut final, il devient immutable. Ça veut dire qu'on peut juste lui donner une valeur au départ ou bien l'initialiser dans le constructeur et point barre. Après, il est interdit de le changer. On peut déclarer aussi une méthode final. Ça veut dire qu'on ne pourra pas en hériter. On peut aussi définir une classe comme final. Ça veut dire qu'on ne pourra pas en hériter non plus. Voilà. Donc, deux nouvelles utilisations de final. Donc, devant les méthodes et les classes, ça veut dire qu'on ne peut pas en hériter. Étant donné les usages répertoriés ci-dessous, à quoi sert le mot-clé final en général? Bon, à rendre les trucs immutables, quoi. C'est pour faire pour être la programmation un peu plus sûre, quoi. Si on veut pas interdire des choses, on utilise final et ça fait des trucs plus sûrs. Et après, une application sur la fonction point, voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire les petits quiz ensuite, quoi. Mais du coup, comme c'est l'heure, comme on dit, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, bah, sans on pourra les aborder sans doute pendant le TME si vous le souhaitez. Bon, j'espère qu'on a vu pas mal de choses là sur la classe abstraite. J'espère que les choses sont plus claires maintenant pour vous. Bah, je vous dis à dans un quart d'heure, donc on se retrouve en TME comme d'habitude sur Discord. Et puis voilà, vous pourriez vous lâcher avec toutes les questions. A priori, les exos qu'on va faire, c'est toujours les exos qui sont. Alors, c'est sur le Moodle. Sur le Moodle, à chaque fois, il y a c'est référencé le site de Vincent Guigues, où il y a à chaque fois les deux exos de TME qui sont à faire, en plus des exos supplémentaires, si jamais vous les torchez en 2 secondes. Mais en gros, c'est l'exercice 3 et 4 du chapitre là. Je vais vous redire ce que c'est. Donc le 47 on l'a fait, le 48 on l'a fait. Donc il y a à faire le 49 et le 50. Ok? Exo 49 et 50. Je vais leur indiquer dans le chat du Discord. Voilà. 49 et 50, on fait ça. Voilà, et éventuellement, il y a d'autres exos en plus, quoi. Voilà, écoutez, bah, merci d'avoir été là. Et bah, à tout de suite enfin, dans un quart d'heure, une petite pause quand même, pour le TME. Voilà, au revoir.